besito? ¿Otro besito, Ana? Ana, besito a Oli. Besito a Oli, corre. Besito. ¿Otro? Cette histoire n'est pas seulement déchirante, elle est obsédante. Ce que vous allez entendre raconte la descente aux enfers d'un père passé d'un parent aimant à un meurtrier froid et calculateur. Ses victimes, ses propres filles, Olivia, 6 ans, et Anna, 1 an. 2 petites filles pleines de vie et de rire qui lui faisaient une confiance absolue, jusqu'à la dernière seconde. Le soir du 27 avril 2021, leur mère, Béatrice Zimmermann, leur fit un dernier signe de la main, alors qu'elle partait pour une visite habituelle avec leur père. Quelques heures plus tard, elle reçut un appel téléphonique qui allait briser sa vie. « Tu ne reverras plus jamais les filles, ni moi. » Ce furent les dernières paroles qu'elle entendit de lui. Personne ne savait encore ce qui s'était passé. Personne ne pouvait imaginer l'horreur qui venait de se produire derrière des portes closes. Mais dans les jours qui suivirent, les eaux calmes autour de l'île espagnole de Tenerife commencèrent à révéler leurs secrets les plus terrifiants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire dévastatrice d'Anna et Olivia Zimmermann, une affaire qui a bouleversé l'Espagne, choqué le monde entier et changé à jamais les lois sur la protection de l'enfance. Ce n'est pas une histoire facile, mais c'est une histoire nécessaire, car parfois, le plus grand danger pour un enfant vient de la personne même censée le protéger. Commençons par faire la connaissance des 2 petites filles qui ont été arrachées à la vie bien trop tôt. Olivia Zimmermann était née le 15 octobre 2014 sur la magnifique île espagnole de Tenerife. Dès sa venue au monde, elle devint le cœur de sa famille. Curieuse, brillante et avide d'apprendre, Olivia parlait couramment l'allemand et l'espagnol, avant même d'avoir 3 ans. Elle adorait les livres, savait lire bien avant la plupart des enfants de son âge et passait des heures à dessiner des images complexes remplies de fleurs, d'animaux et de soleils souriants. C'était le genre d'enfant qui, en entrant dans une pièce, y faisait naître instantanément le rire. Sa joie était contagieuse, pure et lumineuse. Ce qu'elle préférait par-dessus tout, lire des histoires à sa petite sœur et tremper les pieds dans la mer juste avant le coucher du soleil. Puis vint Anna. Née le 10 avril 2019, Anna était une petite étincelle de douceur. Un bébé aux grands yeux bruns et aux joues rondes, incarnation même de la tendresse. Elle adorait Olivia, tendait toujours les bras vers elle, riait aux éclats dès que sa sœur lui chantait une chanson, souvent en 2 langues. Olivia, de son côté, assuma le rôle de grande sœur avec une tendresse instinctive. Elle nourrissait Anna, jouait avec elle, et inventait même des chansons absurdes à l'heure du coucher que seules elles 2 comprenaient. Elles étaient inséparables, les voisins les voyaient souvent, main dans la main, marchant le long de la côte avec leur mère, Olivia lançant des cailloux dans l'eau, tandis qu'Anna trottinait à ses côtés, pointant du doigt les oiseaux en riant de bonheur. Leur lien était indestructible, innocent, intact face à l'obscurité du monde. Aux yeux du monde, ce n'étaient que 2 petites filles dans un endroit magnifique, menant une enfance simple et heureuse. Mais personne, pas même leur mère, n'aurait pu imaginer que leur rire serait bientôt réduit au silence et que leur prénom serait gravé à jamais dans le cœur d'un pays. Elles ne furent pas seulement victimes d'une tragédie. Elles étaient sœurs, meilleures amies, et 2 petits soleils dont la lumière fut volée bien trop tôt. À présent, plongeons dans le monde d'où elles venaient et dans les fissures qui commencèrent à apparaître au sein d'une famille autrefois unie. À première vue, la famille Zimmermann-Gimeno ressemblait à une carte postale. Béatrice Zimmermann, originaire d'Allemagne, était tombée amoureuse de Thomas Gimeno, un natif de Tenerife, alors qu'ils étaient encore adolescents. Pendant un temps, leur vie commune paraissait idyllique. Des promenades ensoleillées au bord de la mer, 2 magnifiques petites filles et le rythme paisible d'une ville côtière autour d'eux. Béatrice se consacrait entièrement à ses filles. Elle était attentionnée,
présente et farouchement protectrice. Thomas, marin de profession, était souvent absent, mais semblait adorer ses enfants lorsqu'il était à la maison. Pour les autres, ils formèrent une famille jeune et parfaite. Mais sous cette surface tranquille, la tension montait. Début 2020, peu après le premier anniversaire d'Anna, les premières fissures apparurent. Thomas devenait de plus en plus contrôlant, renfermé, irritable, sujet à des sautes d'humeur imprévisibles. Il ne parlait plus avec tendresse. À la place, il devenait amer, surtout envers Béatrice. Leur relation se dégrada rapidement. Ce qui déclencha la rupture finale fut quelque chose de douloureusement banal. Béatrice rencontra quelqu'un d'autre. Début 2021, elle entama une nouvelle relation, fondée sur la confiance et le respect mutuel, des choses qu'elle n'avait plus connues depuis longtemps avec Thomas. Pour Thomas, ce n'était pas seulement une rupture, c'était une humiliation. Il ne supportait pas que Béatrice ait tourné la page. Des amis se souviendront plus tard de paroles glaçantes qu'il avait prononcées. « Elle le regrettera. Elle ne peut pas être heureuse sans moi. » Il devenait obsédé par l'idée que les filles devaient être avec lui, exclusivement. Il se montrait exigeant lors des visites, parfois étrange dans ses remarques. Béatrice commençait à s'inquiéter, mais rien de concret ne laissait présager le pire. Les signes avant-coureurs étaient là, subtils mais réels. Lors de conversations avec des connaissances, Thomas évoquait de plus en plus des choses définitives. Il disait « Je ferai en sorte qu'elles souffrent » ou « Si je ne peux pas les avoir, personne ne les aura ». Mais ces paroles furent balayées, prises pour les divagations d'un homme brisé. Personne n'imaginait leur véritable portée. Le tribunal autorisait les droits de visite. Le système partait du principe qu'un père, même en détresse, ne pouvait jamais devenir une menace pour ses propres enfants. Aucun casier judiciaire, aucune violence physique, juste des mots. Le calendrier restait donc inchangé. Chaque mardi, Thomas passait quelques heures avec Olivia et Anna, avant de les ramener chez leur mère en soirée. Le 27 avril 2021 était un mardi comme les autres, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ce matin-là, Béatrice prit le petit déjeuner avec ses filles. Olivia jouait avec Anna dans le salon, son rire emplissant la maison. Thomas devait venir les chercher vers 17h, comme toujours. Rien ne laissait présager que ce serait la dernière fois que Béatrice verrait ses filles vivantes. Car le monstre n'était pas un étranger tapi dans l'ombre. C'était quelqu'un qu'elles connaissaient, quelqu'un qu'elles aimaient, quelqu'un qui se tenait à leur côté depuis toujours. Dans la suite, nous revivrons les événements de cette journée impensable et l'horreur qui s'est abattue lorsque le soleil s'est couché. Le 27 avril 2021 avait commencé comme un mardi ensoleillé ordinaire à Tenerife. Béatrice avait pris le petit déjeuner avec ses filles dans leur maison modeste. Olivia coloriait à la table, fredonnant doucement une chanson, pendant qu'Anna trottinait dans le salon en serrant contre elle sa peluche préférée. Rien d'inhabituel, rien d'inquiétant, juste une journée comme les autres. À 17h, Thomas arriva pour la visite prévue. Les filles, inconscientes de toute tension entre leurs parents, accueillirent leur père avec excitation. Des témoins les virent monter dans sa voiture. Anna, sanglée dans son siège enfant, Olivia assise à côté, souriante, faisant un dernier signe de la main à sa mère. Béatrice se tenait sur le pas de la porte, regardant ses filles s'éloigner dans la rue, sans savoir que ce serait la dernière fois. Thomas était censé les ramener en soirée. C'était l'accord. Mais au lieu de les emmener dîner ou se promener, il les conduisit chez lui, dans la petite ville d'Igueste de Candelaria. C'est là que l'horreur a commencé. Vers 19h, Thomas donna aux fillettes des relaxants musculaires, des sédatifs destinés à les endormir. Elles étaient enfants, confiantes, vulnérables, inconscientes du danger. Les médicaments les plongèrent rapidement dans le sommeil sans résistance. Puis, dans le silence de sa maison, sans témoin, Thomas assassina ses filles,
d'abord Anna, puis Olivia. Selon les experts légistes, elles ne se sont jamais réveillées. Elles n'ont pas pleuré. Elles n'ont pas souffert. Mais cette douceur apparente n'a fait qu'accentuer la froideur calculée de l'acte. Thomas avait tout prévu. À l'avance, il avait préparé 2 sacs de sport, il avait acheté des cordes et une encre. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était une exécution planifiée dans les moindres détails. Vers 21h30, il chargea les sacs contenant les corps dans sa voiture. Un court trajet plus tard, il arrivait à la marina de Santa Cruz de Tenerife. Des employés du port se souviendront l'avoir vu traîner de lourds sacs sur son bateau. Ses gestes étaient calmes, maîtrisés, comme un homme accomplissant la dernière étape d'un plan mûri depuis longtemps. À 22h, Thomas passa un appel glaçant à Béatrice. « Tu ne reverras jamais les filles, ni moi, » dit-il. Béatrice se figea. Au départ, elle crut à une tentative cruelle de chantage émotionnel. Une crise de jalousie de plus. Mais quelque chose dans son ton était différent. Plat, glacial, définitif. Elle appela encore et encore, mais il ne répondit jamais. Et quand les heures passèrent sans nouvelles des filles, la panique s'installa. À 23h, Béatrice contacta la police locale. Au début, l'affaire fut traitée comme un différend familial. Un simple retard. Un père qui repoussait les limites. Mais dès que les policiers prirent connaissance de l'appel et réalisèrent que Thomas était injoignable, l'alerte fut lancée. Pendant ce temps, en mer, Thomas disparaissait dans la nuit. Les caméras de sécurité du port enregistrèrent son bateau prenant la direction du large. Les enquêteurs concluront plus tard qu'il avait jeté les sacs, attachés à des ancres, dans les profondeurs, à plus de 1000 mètres sous la surface. On ne le reverra jamais. Le lendemain, 28 avril, son bateau fut retrouvé à la dérive près des côtes de Puerto de Guimar. À bord, les autorités découvrirent des traces de sang, un siège auto pour bébé et des effets personnels. Mais aucune trace de Thomas, aucune trace d'Anna, aucune trace d'Olivia. La mer avait tout englouti. Pendant plusieurs jours, Béatrice s'accrocha à l'espoir. Peut-être une disparition mise en scène. Peut-être était-elle vivante quelque part. Peut-être. Mais le 29 avril, l'espoir commença à vaciller. Le siège auto vide d'Anna fut retrouvé flottant dans l'océan, un symbole de fin. Un siège d'enfant, détaché de son minuscule occupant, dérivant seul dans l'Atlantique froid. Mais Béatrice refusa d'abandonner. Pendant 45 jours, elle se battit, exigeant une fouille complète des fonds marins, implorant les autorités, parlant à la presse et suppliant le monde de ne pas oublier ses filles. L'horreur de ce qu'avait fait Thomas n'était plus seulement une tragédie familiale. C'était devenu un cauchemar national. Et bientôt, la mer allait rendre l'un de ses secrets. Dès que le bateau de Thomas a été retrouvé à la dérive, la garde civile espagnole a compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple conflit de garde d'enfants. La découverte de traces de sang, du siège auto et des effets personnels de Thomas dressait un tableau glaçant. Et pourtant, aucun corps, aucune confirmation officielle, aucun dénouement. Béatrice refusa de rester les bras croisés. Guidée par l'instinct d'une mère et le poids d'un chagrin indicible, elle exigea des réponses. Elle donna des interviews, organisa des conférences de presse, écrivit aux autorités. Ses filles ne disparaîtraient pas dans le silence. Si la mer les avait prises, alors la mer allait devoir les rendre. En quelques jours, l'Espagne lança l'une des recherches océaniques les plus complexes de son histoire. Le gouvernement mobilisa l'Ángeles Alvarinho, un navire océanographique de pointe équipé de sonars et de drones sous-marins capables d'explorer jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Pendant 45 jours, le navire parcourut le sol noir et glacé de l'Atlantique, affrontant les courants changeants et les ravins sous-marins. Le pays entier suivait l'enquête. Les mises à jour
dominait l'actualité. Des veillées aux chandelles furent organisées, des fresques représentant Anna et Olivia apparurent dans toute l'Espagne. Béatrice était là, chaque jour, au port, les yeux fixés sur l'horizon, refusant d'accepter ce qu'elle redoutait le plus. Et puis, le 10 juin 2021, l'océan finit par parler. À une profondeur de 1000 mètres, à 3000 nautiques des côtes de Tenerife, le bras robotisé du navire remonta un sac de sport lourd. À l'intérieur se trouvait le corps sans vie d'Olivia, 6 ans, préservé par l'obscurité glacée des abysses. Elle avait été ligotée et lestée. Sa mort n'était pas un accident. Elle avait été délibérément provoquée. Non loin de là, les plongeurs retrouvèrent un deuxième sac, cette fois-ci éventré et vide. On pense qu'il contenait autrefois le petit corps d'Anna, emporté depuis par les courants. Aucune trace de Thomas Gimeno ne fut jamais retrouvée. Présumé noyé ou disparu volontairement, il ne laissa ni aveu, ni lettre, ni explication. Seulement cette phrase prononcée au téléphone à Béatrice : « Tu ne reverras jamais les filles, ni moi. » Mais les preuves médico-légales étaient accablantes. Un rapport officiel du juge confirma la chronologie des faits et déclara sans la moindre hésitation que Thomas avait assassiné ses filles avec préméditation, dans un seul but : infliger à leur mère la souffrance la plus absolue possible. C'était un cas d'école de violence vicariante, un terme qui désigne l'instrumentalisation des enfants comme moyen de vengeance dans les conflits familiaux. Il n'y eut jamais de procès. Aucun accusé n'était là pour être jugé. Mais la justice, d'une certaine manière, trouva une voie à travers l'enquête. L'affaire fut officiellement close en août 2021, après que toutes les tentatives pour retrouver Anna ou Thomas eurent échoué. Le coût de l'opération dépassa 1 million d'euros, mais personne ne le remit en question. Parce qu'une vie d'enfant n'a pas de prix. Béatrice ne s'arrêta pas là. Elle déposa une requête pour que le nom de famille de Thomas soit retiré des certificats de décès de ses filles. Elle refusait que le nom de leur meurtrier reste associé à leur mémoire. Et la justice lui donna raison. Anna et Olivia ne seraient pas retenues comme les victimes d'un homme. Elles seraient simplement Anna et Olivia, 2 sœurs qui auraient dû encore être parmi nous. La quête de justice était terminée. Mais le combat pour le changement, lui, ne faisait que commencer. La mort d'Anna et Olivia Zimmermann a brisé bien plus qu'une seule famille. Elle a dépassé les frontières du deuil privé pour s'infiltrer dans le cœur public de l'Espagne, réveillant tout un pays face à l'épidémie silencieuse de la violence domestique et aux dangers cachés que peuvent courir les enfants, même dans les bras de leurs propres parents. La nouvelle de la découverte se propagea comme une traînée de poudre. Quelques heures seulement après l'annonce de la récupération du corps d'Olivia, des veillées spontanées commencèrent à apparaître dans les villes. Des foules se réunirent sur les places, allumant des bougies, brandissant des photos des filles, beaucoup arborant le même message inscrit sur du carton. No más violencia vicaria. Plus jamais de violence vicariante. Les gens pleuraient à découvert. Des mères serrant plus fort leurs enfants, des pères debout dans un silence stupéfait, incapables de comprendre comment un parent pouvait franchir une telle limite. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, exprima publiquement ses condoléances et qualifia le crime de horreur au-delà de toute compréhension. La reine Laetitia d'Espagne publia une rare déclaration personnelle condamnant l'acte et saluant la force de Béatrice. Mais les mots ne suffisaient pas. Le peuple exigeait du changement. Des milliers de personnes descendirent dans les rues, non seulement pour pleurer, mais pour protester. Des manifestations éclatèrent dans Madrid, Barcelone, Séville, Valence et ailleurs. Les slogans étaient unifiés. Protéger nos enfants. Écoutez les signes d'alerte. Aucun enfant ne doit être utilisé comme une arme. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un réveil collectif. Pendant des décennies,
Les lois espagnoles sur la violence domestique s'étaient concentrées principalement sur les victimes adultes. L'affaire Zimmerman révéla un vide juridique dangereux, la croyance selon laquelle un parent, surtout un père, ne pouvait pas représenter une menace pour ses propres enfants du seul fait de ses liens de sang. Béatrice, même en plein chagrin, devint une voix du changement. Elle s'adressa aux médias, non seulement comme une mère, mais comme porte-parole d'une cause. Elle expliqua comment Thomas avait montré des signes de contrôle et de manipulation bien avant le drame. Comment le système n'avait pas pris ces menaces au sérieux. Comment les droits de garde avaient été maintenus malgré des signaux d'alerte évidents. Dans ses propres mots, « Il ne voulait pas la garde. Il voulait me faire du mal. Et il a utilisé nos filles pour y parvenir. » De cette douleur naquit la réforme. Les législateurs accélérèrent les changements autour de la protection de l'enfance dans les affaires de garde. La notion de violence vicariante obtint une reconnaissance juridique. Les menaces proférées par un parent, en particulier envers les enfants, devinrent désormais un motif d'intervention légale immédiate. Mais au-delà des tribunaux et des couloirs du Parlement, ce furent les citoyens qui portèrent seul l'héritage d'Anna et Olivia. Le 18 octobre 2022, à Santa Cruz de Tenerife, une sculpture en bronze fut inaugurée au parc infantile de la Gesta dès le 25 de Julio. Créée par l'artiste Julio Nieto, l'œuvre représente deux jeunes filles se tenant par la main, regardant le ciel, le visage paisible comme en paix. Béatrice assista à la cérémonie, tenant dans ses bras sa fille nouveau-née, Elsa, née exactement 1 an après l'anniversaire d'Anna. Elle ne cherchait pas à remplacer ce qu'elle avait perdu. Personne ne le pouvait. Mais Elsa devint, selon ses mots, une promesse de vie, née sous les ailes de 2 anges. La sculpture devint un symbole national. Touristes et habitants visitent le site, non pas comme un rappel macabre de la mort, mais comme un espace de recueillement, un lieu pour dire « plus jamais ça ». Et les célébrités s'y joignirent. Antonio Banderas, Penélope Cruz, Alejandro Sanz et d'autres utilisèrent leur plateforme pour partager l'histoire des deux sœurs. Les médias internationaux couvrirent largement l'affaire. Même au-delà des frontières espagnoles, les noms Anna et Olivia devinrent synonymes du coût tragique du déni de la violence psychologique et de la manipulation dans les relations familiales. Leur histoire a touché le monde entier, car cela peut arriver n'importe où. La lutte pour protéger les enfants de toute instrumentalisation en tant qu'outil de contrôle, de vengeance ou de punition n'était plus une bataille privée. Elle devint une cause partagée. Anna et Olivia n'ont pas vécu longtemps, mais leur mémoire a déclenché un mouvement. Si quelqu'un que vous connaissez vous disait « Tu ne reverras jamais tes enfants », le prendriez-vous au sérieux? Si quelqu'un plaisantait en disant qu'il allait partir avec les enfants pour toujours, en ririez-vous? Attendriez-vous un signe plus clair? Ou écouteriez-vous cette petite voix en vous, celle qui murmure que quelque chose ne va pas? Béatrice Zimmerman a tout fait pour les protéger. Elle aimait ses filles d'un amour farouche. Elle les chérissait, les élevait avec tendresse et croyait que la justice l'aiderait à assurer leur sécurité. Mais le système a échoué. Il a échoué à entendre les signaux d'alerte. Il a échoué à agir lorsque le contrôle s'est transformé en menace. Et quand il a enfin ouvert les yeux, il était déjà trop tard. Anna et Olivia Zimmerman n'étaient pas simplement 2 petites filles d'une île espagnole. Elles sont devenues des symboles d'innocence perdue, d'amour trahi et des manières silencieuses dont le mal peut se dissimuler à la vue de tous. Elles auraient dû courir dans un parc aujourd'hui. Elles auraient dû tenir la main de leur petite sœur. Elles auraient dû grandir. Mais elles ne l'ont pas fait. Et pourtant, leur histoire a changé le monde. Elle a poussé les gouvernements à agir. Elle a incité des familles à parler. Elle nous a tous obligés à regarder de plus près les visages que l'on pensait connaître. Aujourd'hui, une sculpture de 2 fillettes
se dressent calmement au bord de la mer. Mais leur véritable mémorial n'est pas fait de bronze. Il vit dans le cœur de millions de personnes qui continuent de porter leur histoire. Alors, si vous avez été touché par Anna et Olivia, ne laissez pas cela être une simple vidéo de plus. Partagez leur histoire. Prenez la parole quand quelque chose vous semble anormal. Protégez les enfants autour de vous, non seulement avec amour, mais avec vigilance. Car parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'ombre, ils sont assis à table. Ils sourient à la sortie de l'école. Ils tiennent de petites mains un mardi après-midi. Et à moins de choisir de les voir, de vraiment les voir, nous risquons de ne percevoir le danger que lorsqu'il sera bien trop tard. Anna et Olivia, deux anges qui n'ont jamais eu la chance de grandir, mais qui ont changé le monde avec la vie qu'elles n'ont jamais pu vivre. Que leur nom ne soit jamais oublié.